Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors, on va prendre encore quelques minutes pour attendre ceux qui arrivent. Bon, je vois des réponses. Ça veut dire que vous nous entendez bien là, hein? Est-ce que quelqu'un peut juste mettre un petit mot dans le chat, comme ça on s'assure que tout va bien, que vous nous entendez? Ok, merci. Parfait, merci. Alors, je pense qu'on va démarrer, puis les autres nous rejoindront en cours de route. Bienvenue à vous sur ce webinaire proposé par Acemis. On va parler de la stratégie pour le digital, plutôt dans les phases de démarrage ou de remise en route, sur comment est-ce que comprendre vos performances, mieux les comprendre, vous permettra de mieux piloter votre feuille de route digitale. Nous serons deux à intervenir, donc Gauthier Dessalles-Quentin, que je vais laisser se présenter, et puis moi-même Christelle Rahari, je suis directrice du pôle digital chez Acemis, que je vais vous prendre le temps de vous présenter. Eh bien, je suis Gauthier Dessalles-Quentin, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans le digital, acquis chez des grosses compagnies, notamment Accor ou la SNCF, plus précisément Ouigo. Et donc, je suis maintenant manager digital au sein du cabinet Acemis pour gérer justement tous les sujets de transformation digitale. Voilà. Et pour ce qui me concerne, j'ai rejoint Acemis il y a 6 ans à présent, et auparavant, j'étais comme Gauthier du côté du client, ayant fait mon parcours dans des entreprises en pleine transformation digitale depuis les années 2000, un groupe comme SNCF et dans le tourisme et l'e-commerce aussi. Et aujourd'hui, j'accompagne des compagnies de toute taille, des organisations, des administrations publiques, sur les volets digitaux, mais aussi sur leur transformation plus large, où on accélère le digital. Alors, juste 2 secondes pour vous présenter Acemis. C'est pas le quart d'heure pub, c'est aussi pour vous dire d'où on part pour parler digital, pour ce qui nous concerne, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le digital. Nous, Acemis, on est un cabinet qui existe depuis 2000, et depuis 2000, on travaille sur l'expérience client, donc la customer experience, et ça c'est dit dans notre nom, ce qu'on est, c'est on veut anticiper la customer experience pour la rendre plus simple. Donc en fait, on veut vous aider à anticiper ce que vous voulez faire vivre à vos clients, et on vous aide à le rendre plus simple, Acemis. Ce qu'on appelle expérience client, c'est 3 aspects. C'est bien sûr le moment où on utilise vos produits et services, c'est ce qu'on appellera l'expérience d'usage. C'est le moment où votre client ou votre prospect va vouloir rentrer en relation avec vous, va être en relation avec vous, soit en face à face, soit à distance, soit avec vos équipes, soit par le digital. Donc c'est quand ils sont en relation avec votre organisation. Et puis la dernière partie de l'expérience client, c'est l'expérience de partage. C'est ayant eu une relation avec vous, ayant utilisé vos services, ils en parlent autour d'eux, et vous savez toute la puissance des avis clients, des avis utilisateurs sur ce qu'ils ont vécu et sur leur point de vue sur votre organisation, à quel point vous les avez bien accueillis ou peut-être où il y a des choses à améliorer pour contribuer à votre performance. Voilà. Travaillant sur l'expérience client, on accompagne nos clients en fait sur une palette assez large d'interventions. Bien sûr, l'expérience client qui est toujours au cœur de nos interventions, on part toujours de là. Et puis après, il y a différentes techniques. On va travailler sur du CRM, sur du digital, c'est notre sujet aujourd'hui. Bien sûr, sur la data et l'IA, qui sont des sujets qui sont maintenant
très prégnant dans notre activité. La relation client, toutes nos interventions incluent le management des changements de façon native, on en parlera tout à l'heure. Et puis souvent, quand on fait des transformations autour de l'expérience client, de l'expérience usagée, des expériences sociétaires ou des expériences patients, il y a des sujets de culture à développer auprès des équipes, donc on accompagne là-dessus aussi. Et puis bien sûr, on parle là des équipes, comment est-ce que on améliore leur expérience collaborateur, parce que souvent une transformation par l'expérience client amène à penser aussi amélioration de l'expérience collaborateur. Voilà. Et puis souvent quand toutes ces actions se mènent en parallèle ou les unes après les autres et qu'il faut les orchestrer, on parle d'un programme de transformation et on vous aide à les concevoir et puis à la mettre en œuvre. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Noventia, qui est spécialisé sur les financial services, l'innovation et la technologie, et puis tout ce qui est data et marketing client. Et nous sommes l'activité qui s'appelle Customer Centric sur l'ensemble du groupe. Donc, nous en faisons partie depuis 2001. C'est un groupe qui comprend un peu plus maintenant de 350 salariés et avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Voilà. Alors, allons plus près des sujets qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous propose en fait, et les clés qu'on va vous donner aujourd'hui viennent de là. Notre idée est de vous accompagner de bout en bout et en synergie sur les volets CRM et digital de vos programmes de transformation centrés clients. Peut-être qu'une de nos originalités est de toujours penser digital et CRM ensemble. Alors, Gauthier et moi sommes plutôt des experts du digital, mais nous intervenons aussi sur des projets CRM parce que ce sont aussi des sujets que nous avons menés dans nos passés en entreprise et en tant que consultants. Et notre conviction, c'est que quand on touche au digital, il faut aussi toucher au CRM et inversement pour en obtenir les meilleurs résultats. Donc, on peut intervenir sur la définition des stratégies pour cadrer les projets, donc de bout en bout. Ensuite, on accompagne vos programmes et on les met en œuvre. En amont de tout ça, on peut définir la stratégie relation client omnicanal, c'est-à-dire que on voit vos différents canaux vos canaux d'interaction avec les clients et on regarde quels sont les rôles que vous voulez faire vivre à chacun de ces canaux. On en reparlera un peu plus tard. Améliorer la connaissance de vos clients et la qualité de vos données et bien sûr acquérir des clients et les fidéliser. Tout ça, à quoi ça sert ? Ça sert à améliorer ses performances et à simplifier la vie des clients. C'est vraiment une conviction forte dans les interventions qu'on a avec nos clients. Je vous disais donc que on porte un double regard digital et CRM parce que nous considérons que ces sujets-là se nourrissent les uns les autres. Donc, on va pouvoir vous aider sur l'écriture et la mise en œuvre de vos stratégies digitales en cohérence avec votre ambition d'expérience client. Et c'est là où on le fait avec la touche ACEMIS, puisque tout ce qu'on va vous faire, c'est en ayant réfléchi à plus long terme sur qu'est-ce que vous souhaitez faire vivre à vos clients, qu'est-ce que vous souhaitez quand ils parlent de vous et quand ils sont en relation avec vous. Donc, une fois que vous avez défini ça, on intervient pour dire, OK, pour que ça devienne une réalité, voilà ce qu'il faut faire sur le digital et comment il faut le faire en omnicanal, puisque le digital est toujours, comme on le sait, de plus en plus même, une partie d'un parcours où le client passe d'un canal à un autre pour telle ou telle étape de son parcours d'information, de son parcours d'achat ou de son parcours de gestion de sa relation avec vous. On peut être présent aussi sur des cycles de conception, build et run, dans de l'idéation, sur de l'UX, sur des choses beaucoup plus verticales, le SEO, le SIA, les user tests. On peut être aussi... souvent, quand on travaille sur des feuilles de route digitales, il va s'agir aussi de trouver des solutions qui existent sur le marché pour soit suivre votre performance, la mesurer, la piloter, ou même pour créer des services sur vos produits digitaux. Et là, on a un outil qui s'appelle Panoracemis qui nous permet en fait de décoder le marché. On prétend pas
forcément à l'exhaustivité, mais on regarde le marché de ces solutions qui évolue très très vite en prenant le soin de regarder ça toujours avec cette approche client, de voir finalement à quelle étape tel ou tel outil permet de répondre et permet d'améliorer les choses pour les clients. Voilà, dernière partie à droite. On peut bien sûr utiliser de la data et l'IA pour accélérer la mise en œuvre de vos projets et aussi pour améliorer la compréhension de vos données et puis améliorer votre service. On vous aide aussi, si vous souhaitez, à définir et simplifier vos parcours clients et ensuite à réaliser la déclinaison sur le digital. Et puis enfin, voilà, cadrage et pilotage, donc en choses très très concrètes dans la mise en œuvre sur tous vos projets, web, app, bot, lab, les centres de contact et tout ça en synergie. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, nos interventions, nos accompagnements sont toujours management des changements natifs. Voilà. Nous sommes persuadés qu'une grande partie de la réussite de ce qu'on crée dans les organisations se joue dans la façon dont on fait la route avec les équipes et où on prend en compte leur expertise métier et puis tout ce qu'ils peuvent avoir de très dynamique et parfois d'inquiétude quand ils vivent des transformations. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'audit digital, ça peut paraître parfois un gros mot, le terme d'audit, mais c'est celui que nous, on utilise chez Acenis pour vraiment diagnostiquer et partir, comprendre les besoins de nos clients. Donc pourquoi c'est important? Parce que vraiment, c'est la base, c'est ce qui va vous permettre d'identifier vos problématiques et vos enjeux, voire même ceux que vous n'avez pas encore identifiés. En tant que porteur de projets digitaux, je suis sûr que vous êtes tous retrouvés dans ce genre de problématiques, celles qui sont listées, et il y en a bien d'autres, mais voilà, de se positionner face à ses concurrents, d'identifier les parcours qui posent problème, les synergies aussi avec votre écosystème digital et les connexions qu'il peut y avoir avec votre CRM notamment, ou encore tout simplement en fait le syndrome de la page blanche quand on doit refondre son site et qu'on se demande par où on va commencer. Ensuite, ça permet aussi de prendre du recul et d'identifier par où commencer. C'est ce qui va vous permettre de pointer ce dont vous disposez aujourd'hui, donc de faire vraiment un état des lieux de vos outils, de vos performances, de prendre en compte vos contraintes. Vos contraintes, elles peuvent être vraiment multiples et variées en fonction de l'industrie dans laquelle vous êtes. Donc, si vous avez le droit de faire de la publicité, de prendre en compte les contraintes RGPD aussi, et de regarder également ce qu'il vous manque et le tout, ce dont vous disposez, vos contraintes et ce qu'il vous manque d'un point de vue technique, organisationnel, mais aussi en compétences. De prendre ce recul et de faire cet état des lieux, c'est ce qui va vous permettre aussi de définir vos orientations stratégiques et vos objectifs. Donc définir vraiment les grandes lignes. Je vous ai mis là ce triptyque de acquisition, conversion, fidélisation qui correspond en fait au parcours d'un prospect jusqu'à ce qu'il devienne un client fidèle. Et à chacune de ces étapes correspond des objectifs différents. Si on prend l'acquisition, ça va être vraiment pour augmenter votre trafic et en quantité et surtout aussi en qualité des visiteurs que vous allez attirer sur votre site. Si votre objectif, souvent c'est quand même le cas, c'est d'augmenter la conversion, en fait, voilà, sur cette étape de conversion où il va falloir améliorer l'expérience utilisateur, l'optimiser et aussi la penser dans une logique omnicanal si vous n'êtes pas un pure player. Et ensuite la partie de fidélisation de vos clients pour accroître le taux de revisite sur votre site, mais aussi et surtout le réachat ou la reconversion si vous n'êtes pas un retailer. Dans tous les cas, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est la connaissance client, c'est
utiliser la data pour justement maximiser vos investissements et comme aide précieuse à la prise des décisions. Donc voilà pour l'introduction sur l'audit digital. Maintenant, on va passer sur la réalisation et peut-être un peu plus dans le concret. Et on va vous partager en premier lieu nos convictions. En travaillant auprès de nos nombreux clients dans des industries très différentes, mais aussi par nos expériences et nos expertises qu'on a acquises dans notre vie de salariés, ça nous a permis aussi de développer un certain nombre de convictions sur la digitalisation. Et donc la première, c'est vraiment la première question à se poser de notre point de vue, c'est vraiment de se mettre à la place du client et de se demander ce qu'on veut lui faire vivre. On pourrait presque utiliser, vu qu'on est dans le digital, le hashtag ambition client. Le digital, en fait, c'est surtout l'expérience vécue par les utilisateurs. Elle a fortement évolué. Aujourd'hui, les GAFAM et les pure players, ils ont amené l'expérience client et les parcours clients à un niveau très élevé et qui tend à devenir la norme. En fait, les utilisateurs ont tellement l'habitude d'avoir un parcours simple, fluide, qui s'attendent à le retrouver partout, sur tous les sites internet qu'ils vont visiter ou sur toutes les applications mobiles. Donc c'est vraiment un point qu'il faut prendre en compte parce que ça exacerbe les attentes des clients envers le digital. Donc, quand vous allez construire votre stratégie, et c'est notre point de vue, c'est vraiment important de définir des principes que vous voulez travailler. Donc, on en a cité 8 ici, sur l'hypersimplicité, l'immédiateté, la proactivité, la personnalisation. C'est à vous aussi de déterminer lesquels sont les plus importants pour vous et qui répondent en fait aux attentes les plus fortes de vos clients. La deuxième chose, la deuxième conviction qu'on a, c'est que, à l'inverse, le digital est souvent un fort levier pour enrichir les services que vous proposez à vos clients. Et du coup, c'est l'occasion pour les uns et les autres de faire des sauts dans le service qui est proposé aux clients, aux utilisateurs, aux usagers et aux patients. Voilà. Et en ayant formulé son ambition, on peut savoir quels sont les domaines sur lesquels on souhaite accélérer ou créer des nouveaux services. Voilà, il y a les standards du digital et il y a en plus tout ce que le digital vous permet de faire mieux, de faire différemment, de faire plus vite, de laisser faire les clients aussi, puisque c'est des sujets qui viennent souvent avec le digital. Il y a de plus en plus aussi, dans les réflexions qu'on doit avoir, le fait de permettre aux clients de vivre son expérience en omnicanal. Donc, comment est-ce que le digital vous permet de rebondir vers le physique, dans vos magasins, dans vos banques, dans les centres d'accueil des clients, et à l'inverse, comment est-ce que quand on est sur les lieux de vente ou sur les lieux d'accueil des clients, on peut enrichir l'expérience avec ce que propose le digital. Juste pour un petit chiffre là-dessus, on sait que on a regardé une étude proposée par Bazar Voice sur l'omnicanal aujourd'hui en 2022. 66% des Français, quel que soit leur âge, souhaitent avoir une expérience qui puisse être en omnicanal. Le digital étant très important bien sûr, mais le fait de passer d'un endroit à un autre, selon les étapes d'ailleurs de leur parcours, leur fait vivre une expérience qui est hybride. Ensuite, on va faire un petit jeu de mots. En fait, l'aiguille se trouve dans la data. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le problème se trouve parfois bien en amont de l'étape sur laquelle on enregistre une baisse de la performance. Et cette épine, cette aiguille, on peut la retrouver dans la data, justement. C'est l'analyse des performances qui va permettre d'identifier les pain points qui vont impacter l'objectif final. L'autre point avec la data, c'est qu'il faut vraiment aussi être curieux. C'est qu'on se construit tous des dashboards pour analyser les KPI qu'on a déterminés dès le début. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les solutions qui sont proposées sur le marché, ça nous permet en fait d'aller aussi un petit peu
chercher l'aiguille justement et essayer d'aller identifier des problématiques qu'on n'aurait peut-être pas identifiées si on s'était contenté d'avoir nos dashboards prédéfinis. Autre conviction, c'est notre côté très pragmatique. Il faut être réaliste et faire des choix tout en étant ambitieux. Donc ça suppose de se fixer des objectifs. Le lien avec le fait d'observer ses performances, c'est que selon les objectifs qu'on a, on va regarder telle ou telle chose quand on fait une analyse de ses performances. Et puis, quand on va construire une vision, on va faire quelque chose qui est atteignable. C'est très bien d'avoir l'ambition, il faut avoir aussi les différentes étapes avant d'atteindre le 100% de l'ambition pour qu'il y ait des choses qui soient visibles à la fois pour les clients, les utilisateurs, et puis pour les équipes, parce que quand le chemin est long, c'est bien d'avoir des petites victoires entre les deux. Quand tu parles de chemin, justement, merci pour la transition, c'est ce qu'on veut dire par co-construire le digital pour réussir, c'est que le chemin est tout aussi important que d'arriver à la destination. À chaque fois, je pense que une refonte ou une transformation digitale, c'est pas le travail d'un homme, c'est la co-construction avec des phases d'entretien, des brainstorms, des tests utilisateurs, avec les collaborateurs de l'entreprise, les agences externes, les partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler, et toujours, bien sûr, aussi écouter le client et l'interroger directement pour aussi comprendre ce qu'il attend et ce qui va pas. C'est voilà, une façon aussi de mettre le premier pied dans la transformation digitale. Dernière conviction qu'on partage, et on l'a déjà pas mal évoqué, donc je vais aller assez vite, nous considérons que quand on fait des transformations, forcément, il y a des changements, et en fait, la meilleure façon de faire, c'est de les anticiper pour favoriser l'adoption et préparer la transition. C'est assez logique avec ce qu'on a dit précédemment. Mais voilà, ne jamais oublier quand on lance des projets digitaux, quand on refait des grosses refontes ou même quand on rajoute des nouveaux services, que finalement ça va impacter vos équipes tout autant que vos clients, et que donc le fait de les préparer et de savoir qui sera pour et qui sera plutôt en frein ou qui sera mis en difficulté ou qui devra s'adapter ou apprendre des nouvelles compétences, ça fait partie des projets en eux-mêmes. Vous voyez notre compréhension de ce que c'est qu'un audit digital en entendant nos convictions. Bien entendu, il va s'agir d'aller regarder des chiffres, d'observer et de regarder, mais c'est très large parce que nous considérons justement que quand on lance des projets, il faut finalement regarder les choses à 360 pour être sûr qu'on soit au plus près et dans le détail, quoi. Tout est dans le détail. Et notre dernière conviction sur le sujet, c'est celui de la neutralité. C'est vrai que c'est facile quand on est de l'extérieur. C'est ça. Et justement, je veux dire, les problèmes quand on était aussi en entreprise et qu'on devait gérer des projets digitaux, on prend trop vite en compte justement toutes les contraintes internes, ah oui, non, on ne pourra pas faire ça parce que il y a ceci, il y a cela, ou l'outil ne me permet pas. Et on perd de vue en fait l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. On prend juste l'exemple, par exemple, d'un UX designer qui a designé son parcours. Voilà, il le connaît par cœur, il sait exactement sur le site quelles étapes il faut faire pour arriver jusqu'à la conversion. On le verra plus tard. Souvent, les clients, ils vont pas utiliser exactement le parcours qui a été défini. Donc, c'est là où c'est important aussi de vraiment prendre du recul, de la hauteur et savoir aussi demander à des personnes externes d'apporter un regard neuf en fait sur les parcours ou sur la stratégie qui est digitale. Ouais, et ce qu'on dit par là, c'est que le fait de croiser les regards, c'est la réussite, elle est là en fait. Ouais, exactement. Alors, quel type d'audit pour quel problème? On l'a vu justement avant, il y a 3 grandes parties sur l'acquisition, la conversion, la fidélisation. Sur l'acquisition, on a différents types d'audits, notamment la RGPD. La RGPD parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix de toute façon. Il faut réaliser une audit
RGPD. Si on n'est pas conforme, on risque jusqu'à une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial et la publication d'ailleurs de cette amende auprès de tous les clients ou dans la presse. Donc, en plus de coûter cher, ça fait une mauvaise publicité. On a le SEO aussi, la performance. Sur la conversion, je reviendrai après sur chacun des types d'audits. Sur la conversion et sur la fidélisation, on a le même type d'audit, mais avec un regard différent. Sur la conversion, on va vraiment analyser les parcours, la performance, le fonctionnel, l'omnicanal, en fonction des ventes et du business. Sur la fidélisation, on sera plus avec un regard reconnaissance, marque, marketing relationnel, Et sur chacun, bien sûr, on prend en compte la data, l'organisation, métier et IT, mais aussi tous les projets qui sont déjà en cours, parce qu'il ne faut pas les oublier et voir comment tout ça peut s'articuler avec. Donc ce que je vous disais, sur la data et l'organisation, ça c'est commun à tous les projets. Je sais qu'on le répète encore une fois, mais la data, c'est vraiment primordial et il faut bien travailler la qualité de sa data, du stockage et de sa sécurité, et surtout aussi le faire savoir à ses utilisateurs. Il y a encore trop de personnes qui n'osent pas acheter sur Internet parce qu'ils ont peur de la sécurité de leurs données ou de leur carte de crédit. Juste pour la petite histoire, moi je le voyais chez Accor, où on avait encore beaucoup de gens qui préféraient téléphoner et donner leur numéro de carte bleue au téléphone plutôt que d'acheter sur le site web. Également, la gouvernance et le cadrage des projets, le qui fait quoi, c'est primordial. Donc, très succinctement, les 3 leviers pour augmenter son trafic et améliorer la qualité. Donc, RGPD, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Le SEO et la performance, c'est clé, le SEO ainsi que tous les autres canaux d'acquisition que je mets dans performance. Dans performance, j'inclus aussi tout ce qui est tracking et les solutions utilisées pour vous permettre justement d'optimiser votre budget média et surtout d'aller chercher des nouveaux leads en maximisant votre ROI. On va vous montrer ce que concrètement ça peut donner avec des extraits d'audits qu'on a réalisés pour des clients. Là, ça va être le cas d'un acteur de la santé. Le SEO, je pense que je ne vais pas vous faire un cours sur le SEO, mais ce ne sont pas que des mots-clés. Le SEO, ça prend énormément d'aspects à prendre en compte. Mais quand on l'analyse, il y a vraiment le triptyque à avoir en tête qui est la technique, la sémantique et la popularité. Et c'est ce qu'on a fait pour notre client de la santé. Sur cette slide, c'est un peu une sorte de synthèse juste pour montrer un peu les principaux points à aller travailler. Sur la popularité, notre client, il avait vraiment aucun problème. C'est vrai qu'il était plus en position de monopole, donc une super popularité. En revanche, sur la sémantique et la technique, on a tout de suite mis le point sur des aspects qu'il fallait aller travailler, notamment sur la technique. Voilà, c'est des exemples de performance qu'on va aller regarder sur le taux de la vitesse de chargement du site, l'indexation des pages, etc. Donc, c'est vraiment... Ensuite, on va aller regarder, fouiller dans le HTML pour regarder comment se comportent les pages, comment elles sont indexées, comment est-ce qu'on redirige bien vers le HTTPS qui booste le SEO. Et ensuite, on va aussi aller sur de la sémantique. Là, typiquement, notre client, sur des mots-clés, on les a cachés forcément, on veut pas, sur des mots-clés sur lesquels il était vraiment 100% légitime, il n'arrivait qu'en 8e position. Il y avait des articles de presse qui arrivaient avant lui. Donc, il y avait vraiment un travail rapide à faire sur le champ sémantique en question. Et voilà, et très rapidement, ils sont arrivés en première position.
Oui, on insiste là-dessus, qui est que le SEO, c'est la partie gratuite de l'acquisition de trafic, et donc c'est vraiment dommage de se priver de ce levier, et souvent les solutions sont très rapides à mettre en place une fois qu'on sait quels sont les problèmes à résoudre. On les a identifiés, exactement. Ensuite, les 4 leviers pour aller améliorer son expérience client et son taux de conversion. On a le parcours UX, le fonctionnel, les performances et l'omnicanal. On va faire un petit focus sur les parcours UX et UI via un cas qu'on a eu avec un acteur de l'assurance. Avant ça, tu veux peut-être... Oui, ouais. Alors du coup, avant de travailler sur ces sujets, on commence toujours, pour ce qui nous concerne, à identifier les parcours clients en travaillant du coup sur l'expérience qu'on veut faire vivre aux clients. Donc, on a masqué bien sûr les choses toujours, puisqu'on on a à cœur la confidentialité des infos, mais vous voyez le type de démarche où finalement on regarde quelles sont les grandes étapes et quels sont les parcours qui existent, on les cartographie et on regarde quelles sont les différentes étapes dans chacun des parcours. Le fait d'avoir cette cartographie synthétique devient un repère, et en fait elle vous sert, cette cartographie, à mapper vos projets et à savoir sur quoi vous êtes en train de travailler, sur quoi vous avez encore besoin de travailler, etc. Et c'est un outil qui peut être partagé avec l'ensemble des équipes. Nous, c'est toujours une référence pour nous, et ça donne en fait le sens de ce qu'on est en train de faire, au-delà de toute la technique. Et on voit que, comme on vous le disait, quand on accompagne le sens et la façon dont les gens s'approprient les choses, et c'est tout aussi important que la maîtrise de la technique, quand on a une cartographie des parcours et qu'on la partage et que les gens se l'approprient, en fait, ça se passe mieux. Et ensuite, justement ces parcours sont à décliner, à travailler via les parcours spécifiques web, qui sont bien sûr à tester et à améliorer en continu. On a l'achat, l'inscription. Là encore, la liste n'est pas exhaustive. Les parcours de recrutement, de réclamation, c'est vraiment, ça dépend de tous ceux que vous aurez mis en place en fonction de votre activité. L'image dessous, je pense que vous la connaissez certainement tous, mais et je vous en ai parlé un petit peu avant, il y a les parcours tels qu'on les a imaginés, tels qu'on les a pensés en se disant ok, c'est top, et puis il y a les parcours tels qu'ils sont vraiment utilisés par les clients. Là, on va un petit peu sur l'image est un peu à l'extrême de ce qu'on peut voir maintenant sur les sites web, mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut vraiment analyser le comportement des clients en continu pour améliorer les parcours utilisateurs. Donc là, on va rentrer dans le cas de notre client avec eux sur le travail de l'UX et en fait l'amélioration de leur conversion. Alors leur contexte c'était que ils étaient en train de chercher à scaler leur activité et ensuite pour pouvoir aller lever des fonds. Donc 2 sujets qu'on a travaillé très vite en mode commando avec eux, un audit statistique, comprendre finalement quelles étaient la performance de leur parcours actuel, et puis regarder l'ergonomie, les contenus, les fonctionnalités, sachant qu'il y avait toute une partie de nouveaux services à lancer afin de comprendre à la fois les points bloquants sur la conversion, comment améliorer, et puis comment faire les choses dans un temps très rapide. Est-ce que tu peux donner accès à Gauthier, là, ici live. Voilà. Alors, est-ce que je suis de retour? Oui, tu es de retour, Gauthier. Je te vois pas, moi, en caméra. Eh bien, il faut que tu ouvres ta caméra. C'est quand même dingue. Hop, est-ce que c'est bon? C'est bon, je suis de retour. Ouais, tu es de retour. Okay, merci, super. Gauthier. Merci d'avoir pris le relais. Alors, oui, donc du coup, comme Christelle vous a dit, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect stat et l'aspect UX. Donc là, c'est un exemple, un tout petit exemple de tout ce qu'on va aller regarder sur les performances du site, que ce soit en fonction du device utilisé sur le smartphone ou le desktop. On sait qu'en général, les gens vont plutôt aller rechercher sur desktop et acheter rechercher sur smartphone et acheter sur desktop. Mais voilà, il faut quand même le prendre en compte dans ces stratégies UX. Et ensuite, on va regarder bien sûr toutes les performances relatives au site.
L'autre point, c'est sur l'audit des performances aussi d'acquisition. On a pris un exemple de campagne de Facebook, votre client qui était assez décevante. Donc, c'est pour essayer d'aller regarder pourquoi elle générait si peu de conversions et essayer de proposer des techniques différentes, par exemple de retargeting pour aller booster un petit peu ces campagnes. Il y a un chiffre quand même qui est intéressant aussi qu'on a repéré dans l'étude de Bazar Chic, c'est que si par exemple vous essayez d'aller faire venir sur votre site des personnes de la génération Z, donc les 18-24 ans, ils sont beaucoup plus sensibles au contenu, par exemple, des réseaux sociaux. Donc, quand je dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus. C'est 51% de la génération Z versus 29% de la moyenne. Donc voilà, il y a tous ces points aussi qu'il faut prendre en compte et qu'il faut aller creuser quand on audite. Là aussi, un exemple, on va regarder le parcours du début jusqu'à la fin. Donc là, on est sur le parcours d'achat. On va regarder chaque étape et on va pointer tout ce qui nous semble à améliorer. Donc là, voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut identifier sur l'ajout de la protection contre le vol. Sauf que le prix s'incrémente tout en bas en fonction du device. On n'a peut-être pas justement ce bouton rouge qui apparaît. Donc, pour l'utilisateur, voilà, il n'est pas certain de l'avoir ajouté et il ne voit pas la différence. Donc, il y a des améliorations UX qui peuvent être faites. Alors, dans les leviers pour améliorer la fidélisation, finalement, on va retrouver les mêmes leviers. C'est juste qu'on va les regarder un peu différemment, puisque l'objectif, c'est de fidéliser et non pas de recruter. Donc, là-dessus, la première chose, c'est que dans ces cas-là, c'est intéressant de regarder quelles sont les solutions qui sont disponibles pour résoudre votre sujet de fidélisation. Qu'est-ce qui va faire que ça va mieux transformer, développer, animer votre clientèle. Et puis, se dire aussi, quand je fais un choix, surtout ne pas me laisser emprisonner par des discours d'éditeurs. Parfois, il y a les effets de mode des dîners en ville qui font qu'on peut avoir envie de choisir telle ou telle solution, qui n'est pas forcément toujours la mieux adaptée à son entreprise et à ses cas clients. Il y a bien sûr les outils d'aide au choix qui sont toujours des super pistes et il faut croiser les infos. Il y a les études Gartner, Forrester, on n'a pas d'action chez eux, mais on les utilise comme vous. Voilà. Alors, nous, notre approche là-dessus est bien sûr de regarder tout ce qui se fait sur le marché et puis de regarder aussi les solutions qui montent parce que souvent, elles sont en rupture et elles apportent des choses nouvelles. Donc, et puis, pour ce qui nous concerne, donc on classe plutôt les solutions selon ce qu'elles permettent de faire. Est-ce que c'est plutôt pour assister les clients? Est-ce que c'est plutôt pour évaluer l'expérience salariée, la simplifier? Est-ce que c'est pour gérer les données? Est-ce que ça permet de enrichir l'expérience client avec de l'IA et de la data? Donc, on les classe comme ça dans ce qu'on a appelé le panorasémis et ça nous permet derrière d'accompagner des choix de solutions et toujours en se disant une solution, il y a le temps du choix, il y a le temps de l'adoption et de l'usage, et puis il y a le temps des évolutions. Selon la taille de son entreprise, selon le temps et les politiques maison aussi, il y a des politiques liées à la data, il y a des politiques liées à du legacy qui est déjà là et qui font qu'on va aller plutôt sur telle ou telle famille d'éditeurs. Voilà. En tenant compte de tout ça, de ce que peut faire une solution, du contexte de l'entreprise, en fait, et en ayant déjà classé les solutions par usage, ça nous permet de vous accompagner dans des choix de solutions, de renforcer, voilà, soit même de vous aider juste à découvrir les solutions, à ouvrir le champ des possibles. Là aussi, on sait très bien par expérience que parfois on vous dit de choisir entre A et B alors que C existe et voilà, un regard extérieur permet parfois d'ouvrir le jeu et d'être un peu plus objectif.
Voilà, et donc là, vous voyez un exemple d'accompagnement qu'on a fait qui était pour un assureur, il me semble, où on a pu l'aider à choisir sa solution CRM et en intégrant ça avec du suivi digital. Voilà, et là, donc ça, c'était ce que ça faisait. On a réussi à lui dire, bah voilà, c'est plutôt dans tel champ qu'il va falloir explorer. Mais c'est vrai que quand on est en entreprise salariée, on est quasiment tous les jours sollicité par des solutions. On peut pas tous les rencontrer parce que c'est hyper chronophage. Et après, il faut aussi réussir à tirer le vrai du faux et comprendre si ça va vraiment bien s'interfacer avec mon écosystème actuel. Ouais. Voilà, c'est tout ça qui prend du temps. Et ça, c'est effectivement le conseil qu'on donne si vous êtes en train de rechercher des outils. Regardez déjà ce que vous cherchez à faire et d'où vous partez, quelles sont vos contraintes. Et l'autre chose, c'est prenez le temps vraiment de parler avec des utilisateurs des solutions, demander des témoignages, demander des démonstrations, mais pas seulement les démonstrations, parce que les démonstrations sont toujours très bien faites. Il faut demander comment ça s'est passé, comment les gens vivent en vrai la mise en place et puis l'évolution des solutions que vous allez choisir. Autre point sur le sujet de la fidélisation, c'est qu'est-ce qui est en place chez vous à ce moment-là comme stratégie omnicanal et comment la définir, s'il faut la faire évoluer, pour voir la cohérence entre les canaux. Quels sont les nouveaux canaux que vous allez faire monter, quels sont ceux que vous allez faire descendre, et puis quels sont ceux que vous allez lancer, et qu'est-ce que le client va vivre selon les choix que vous lui proposez. Donc là, ici, on vous donne des exemples, un exemple dans le monde bancaire où finalement, on regarde les différents types d'interactions qu'un client a avec sa banque. Et puis, je vais aller assez vite. On regarde quels sont les canaux qui existent, y compris ceux qu'on veut surtout faire exister à la cible et à quoi ils vont servir. Et puis de là, vous reconnaissez ce visuel, on recolle ça avec votre ambition d'expérience client, ce que vous voulez faire vivre à la cible, à vos clients. Et puis vous regardez finalement, vous écrivez les grands principes de fonctionnement entre les canaux, qu'est-ce qu'on va faire vivre. Là, par exemple, c'est je peux toujours facilement joindre ma banque, je peux la contacter par le canal de mon choix. Je suis sûre que toutes mes demandes sont prises en charge rapidement et qu'on s'adapte à mes urgences. Et ça vous permet de dire ici comme une matrice de voici les interactions, voici les types de canaux, et puis finalement, ça va être possible d'utiliser tel canal pour telle opération. Ça sera plutôt à éviter. Ça veut pas dire que vous défendez, mais vous n'allez rien faire pour le pousser. Et puis, tel canal ne sert absolument pas à faire telle ou telle opération. Alors, pourquoi est-ce qu'on passe par ce détour? C'est tout simplement parce que quand on regarde votre écosystème digital, on ne va pas juste regarder votre site web, on va regarder d'abord quelles sont les interactions que votre client a avec vous, ou votre prospect avec vous, où est-ce qu'il peut les avoir, quelles sont les performances de chacun des canaux, comment est-ce qu'on rebondit d'un canal à un autre, et puis quel impact ça a sur l'évolution de votre écosystème, vers où vous voulez aller, et puis quelles sont les priorités à faire, où est-ce qu'il y a des très gros trous, où est-ce qu'il y a des choses qui peuvent un peu attendre, parce qu'en général, on ne peut pas faire les transformations en 24 heures, ni même en un mois, il faut étendre les choses dans le temps. Ça vous dit quelle est notre grille de lecture aussi de votre écosystème digital. Donc, soit on intervient pour la mettre à jour, la formaliser, cette stratégie omnicanal, soit on en profite aussi pour dire, en fait, il y a ça, c'est là où on en est, et puis finalement, on va aller vers telle direction. Et bien sûr, le lien avec ça, c'est de se dire que ce qu'on mesure, ça dépend de la stratégie qu'on veut mettre en place. On ne regarde pas, il y a des choses qui vont être plus ou moins importantes. Si on décide qu'on est vers de la digitalisation de l'achat, alors à ce moment-là, il faut être sûr que le site Internet permet vraiment de le faire. Si ce qui est important pour nous, c'est d'amener du trafic vers les lieux de vente, alors il faut qu'on regarde comment ça passe du digital jusqu'au lieu de vente, et inversement, comment est-ce que les lieux de vente sont enrichis par le digital. Ouais. Et donc, du coup, en résumé, par rapport à tout ce qu'on vous a montré aujourd'hui, l'objectif de faire tout ça, c'est vraiment pour mieux
écrire votre stratégie et définir vos objectifs. On l'a vu, donc on a l'acquisition, la conversion, la fidélisation. Là, vous pouvez voir en dessous tous les leviers qui vont vous permettre d'y accéder et au-dessus, justement, tous les types d'audits et du coup, les points à aller creuser en fonction de vos objectifs. Comme on l'a dit au début, toujours très, très important de prendre en compte aussi l'interconnexion de tous vos outils et surtout d'analyser la data pour améliorer vos performances. Alors, je vais faire un truc en live pour Christian qui est en ligne. Et je crois que c'est ici que Christian voudrait avoir le temps. Donc, effectivement, les grands principes, en fait, on les met en lien avec l'ambition et nous, on fait des allers-retours toujours pour regarder. Donc, il faut que ce soit toujours hyper simple. Le digital, ça va sur ça. Ça va souvent avec la simplicité. C'est qu'il faut que ce soit immédiat. Ce ne sera pas après-demain, c'est tout de suite. Dans quelle mesure est-ce que je suis proactif par exemple, dans le monde de la livraison, et vous avez sûrement ce sujet, quand on livre un colis, parfois on sait déjà au moment de la commande ou peut-être 3 heures après la commande que ça va être en retard. Et ben en fait, il vaut mieux, souvent, c'est intéressant d'avoir un service qui permet aux clients de le savoir et puis d'être proactif en disant, bah ok, ça va être en retard, est-ce que vous serez bien là si on arrive 24 heures après, ou est-ce que, voilà, y compris de proposer une capacité au client de changer de rendez-vous, etc. C'est comment est-ce qu'on peut être proactif quand on sait qu'il y a des choses qui vont déjà arriver. On est très nombreux, on ne pouvait pas savoir le nombre de pépites de services concrets et d'expériences positives concrètes en travaillant sur la proactivité. Il y a l'autonomie, qu'est-ce que je peux faire seul, qu'est-ce que je fais forcément avec de l'aide, quand est-ce que j'ai le choix, quand est-ce que j'ai pas vraiment le choix, quand est-ce que c'est disponible, jusqu'où est-ce que je peux pousser l'autonomie, le partage, qu'est-ce que je peux partager de ce que je vis, qu'est-ce que j'ai comme choix, quelle flexibilité il y a sur ce que j'achète, est-ce que je peux revenir en arrière. Il y a quelque chose qui va avec le digital, c'est en général, on peut payer en 3 secondes. Pourquoi est-ce qu'on met 15 jours à annuler une commande ? Je suis sûre qu'en tant que client, vous le vivez. La relation vraie, c'est un autre aspect. Alors, on peut se dire, tiens, la relation vraie dans le digital, c'est quand même compliqué. Et en fait, le digital permet aussi d'exploiter ce sujet, cette attente client qui est comment est-ce qu'on me parle en vérité et en transparence. Il y a souvent ça aussi. Et il y a aussi le fait le digital va permettre d'automatiser un grand nombre de tâches à faible valeur ajoutée. Je pense notamment à la relation client ou les contacts service client. Du coup, quand le client va avoir un conseiller au téléphone, et ce conseiller, il aura toutes les informations du client parce qu'il a déjà répertorié toutes les actions qu'il a déjà menées et il pourra vraiment passer du temps qualitatif avec son client parce que le digital lui aura libéré beaucoup de temps, justement. Ok. Alors, Christian dit top, donc je pense qu'il a eu le temps de... Merci, Christian, de la demande. N'hésitez pas, s'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, puisqu'on arrive là vers la fin du webinaire. C'est des dernières slides. C'est vraiment, quand réaliser un audit, pour quels usages. En fait, l'audit, en haut, c'est la base, c'est vraiment le point de départ de tous les projets que vous avez à mener. Avant de se lancer dans une refonte, améliorer un parcours, il faut vraiment prendre le recul et pour se poser prendre les bonnes décisions et se fixer les bons objectifs. Sur les objectifs, d'ailleurs, je fais juste un petit aparté. Il faut qu'ils soient ambitieux, mais surtout, n'oubliez pas de fixer des objectifs réalisables. Ça, c'est un des points. Et mesurables. Voilà, et mesurables. On a toujours tendance à se dire, non, mais je veux que mon taux de conversion il soit à 10%. Quand on est à 1%, on n'y arrivera pas en 6 mois. Donc, faut y aller step by step, mais tout en restant quand même bien ambitieux. Donc, un des premiers points, c'est quand même pour réaliser vos expressions de besoin. Que je vous disais tout à l'heure, il y a le syndrome de la page blanche, on ne sait pas par où commencer. L'audit va vous permettre d'avoir toutes les billes pour construire votre expression de besoin et du coup construire votre feuille de route en cohérence
avec votre ambition d'expérience client. Le deuxième point, ça va vraiment être pour prioriser et organiser vos projets, vos programmes avec une synergie digitale et CRM. Donc, ça va être la définition de vos objectifs, regarder tous les projets qui sont en cours, lesquels ont par exemple le plus d'impact business, par exemple, par rapport à vos objectifs, lesquels il faut prioriser et comment ils s'articulent aussi tous entre eux. Dans ces sujets-là aussi, c'est là où l'ambition d'expérience client qui, pour nous, se rapproche aussi du sujet de la marque. Hein. Voilà, on joue dans la même cour. Ça vous permet, en fait, finalement, de savoir qu'est-ce qui est important pour aller vers la mise en œuvre de votre ambition et donc de prioriser ce qui est vraiment important pour vous, pas seulement à cause des coûts, à cause du nombre de jours hommes ou à cause du nombre de fans du projet qu'il y a dans l'entreprise. On sait que parfois, on est embarqué dans ce type de galère. Ensuite, de se positionner aussi par rapport à son environnement. L'environnement, ça peut être assez large. Ça peut être déjà en interne. Si par exemple, vous êtes une filiale d'un groupe, d'une multinationale, c'est où vous vous situez aujourd'hui par rapport, par exemple, au headquarter ou au peut-être pays leader ou d'origine de l'entreprise. C'est se positionner aussi par rapport à ses concurrents et également se positionner par rapport aux autres acteurs du marché. L'autre point, ça va être pour vendre ces projets en interne par rapport à la transformation digitale. Quand vous arrivez dans une entreprise, que vous avez besoin justement d'appuyer votre stratégie, d'avoir toutes les billes pour aller le vendre, ça peut être un très bon moyen. Et ensuite, pour bien sûr définir sa gouvernance et manager les changements, vraiment identifier aussi les forces, les faiblesses, les risques, faire un SWOT justement de votre transformation digitale ou par exemple pour lancer aussi un nouveau produit, comment vous allez définir votre gouvernance. Donc voilà, on touche le webinaire touche à sa fin. J'espère qu'on vous a apporté des solutions ou qu'on vous a appris des choses ou qu'on vous a aidé justement sur vos problématiques digitales. Et si vous avez des questions, nous sommes tout oui. Alors, on va prendre quelques... Il n'y a pas de questions qui arrivent par le chat pour l'instant. Je vais en profiter du coup pendant ce temps-là pour vous dire... vous retrouverez ça sur le support qui sera à votre disposition, mais vous pouvez nous joindre directement, Gauthier Dessalles-Quentin ou moi-même. Vous pouvez nous joindre par notre mail, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous contacter à direct, on sera ravis de discuter avec vous. Et même juste pour vous débloquer sur une question que vous avez en cours, on sera vraiment ravis de le faire. Et puis de faire connaissance avec vous. La deuxième chose, c'est que nous intervenons souvent sur Webikeo et donc on vous met ici et vous aurez des liens sur le support qui va être mis à votre disposition. Vous aurez les liens vers les webinars en question. J'insiste sur celui en haut à droite. On parlait avec Paul Evans, qui est un expert de tout ce qui est SEO, de transformation, de CRO, du UX, de user test, sur comment optimiser vos parcours digitaux. C'est du très pratique, très pratique, avec beaucoup d'expérience et de réussite derrière. Et puis, en bas à gauche, le tour d'horizon des solutions CRM et digitales, voilà, comment décrypter le marché pour vos appels d'offres. On vous donne nos tips toujours, et puis pour en savoir un peu plus, pareil, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des remarques ? Je crois que non. Merci à vous tous, pour votre attention, pour votre participation. Et puis, on vous donne rendez-vous à bientôt. La prochaine intervention, ça sera en novembre et ça sera sur le management des changements qu'on avait évoqué ici. Comment anticiper avec vos équipes, comment identifier les sujets, puis comment les accompagner et comment intégrer ça dans vos projets. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.